La principale poussée de la contre-offensive a commencé dans le sud, dans l'oblast de Zaporijjia. Ça fait d'ailleurs 48 heures qu'on évoque cette poussée sur ce plateau. C'est la phase 2 avec des troupes de réserve et des blindés. D'abord, les faits, rien que les faits, les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors ça y est, la deuxième phase de la contre-offensive a commencé. Oui, on l'annonçait cette semaine et hier, c'est le New York Times qui le confirme, citant deux sources à l'intérieur même du Pentagone. L'Ukraine a lancé la phase principale de sa contre-offensive avec des milliers de soldats qui étaient jusque-là en réserve, dont beaucoup sont formés et équipés par l'Occident. Si l'on en croit ces propos, c'est donc la fin de la phase d'artillerie commencée depuis 2 mois, celle qui avait pour objectif de pilonner les sites stratégiques russes comme les dépôts de munitions ou les centres de logistique en arrière du front. L'Ukraine entame cette fois-ci sa phase terrestre. Jusque-là, peu de soldats ukrainiens avaient été mobilisés. Désormais, le gros des troupes a commencé à être déployé et ce sont effectivement ces soldats formés spécialement par les Occidentaux pour cette contre-offensive. On estime leur nombre à 17 brigades, soit environ 60 000 hommes. Beaucoup d'entre elles sont d'ailleurs des brigades mécanisées, équipées de chars occidentaux, comme les Bradley américains ou encore les Léopards allemands. Alors, est-ce qu'on sait où cette offensive a lieu et est-ce qu'elle est déjà visible sur le terrain ? Oui, Emmanuel. Cette offensive terrestre va être concentrée à un endroit, ici, dans la région de Zaporijjia, plus précisément à l'est du village de Robotyne. Hier, les Russes confirmaient déjà qu'une offensive ukrainienne avait été lancée. Et selon différentes sources aujourd'hui, les Ukrainiens auraient repris peu de terrain, mais tout de même 2,5 km² en 24 heures. Mais Moscou confirme bien les moyens utilisés. Les Ukrainiens ont lancé un assaut massif avec 3 bataillons, renforcés par des chars, au sud de la ville d'Orikiv, juste en dessous de Robotyne. 3 bataillons donc, on parle donc là de 3000 hommes environ. Ils diffusent même les images de cet assaut. Et ce qui frappe tout de suite, c'est le nombre de véhicules blindés engagés par les Ukrainiens. On n'avait jamais vu un tel déploiement depuis plusieurs semaines. Un responsable local russe précise, plus de 100 véhicules blindés, y compris des chars, des Léopards et des Bradley. L'ennemi a réussi à couper 3 sections de notre ligne de défense. L'état-major russe se vante d'avoir repoussé l'offensive ukrainienne et d'avoir détruit une grande partie de ses chars occidentaux, une vingtaine selon les rapports. Mais les Ukrainiens restent silencieux sur cet assaut et ses résultats. Mais de nombreuses vidéos ces dernières heures attestent de la présence de ces brigades formées par les Occidentaux dans la région de Robotyne, notamment celle-ci, la 47e brigade mécanisée, équipée notamment des Bradley américains. Pour finir, est-ce qu'on connaît l'objectif de cette deuxième phase ? Oui, les plans sont très précis. Selon le New York Times, cet assaut lancé hier n'est que le début d'une autre beaucoup plus importante. La dernière attaque ukrainienne pourrait être des opérations préparatoires pour la poussée principale. Et le plan ukrainien, le voici Emmanuel, crée une brèche jusqu'à s'enfoncer d'abord par Tokmak, puis vers Melitopol, jusqu'à la mer d'Azov. Et vous le voyez, si cette offensive est un succès, eh bien, l'armée russe sera coupée en deux, coupée en deux pour éviter tout le ravitaillement en matériel et en armes pour les soldats russes côté ouest. Les responsables américains donnent même une date de fin pour cette grande offensive. La nouvelle opération, en cas de succès, durerait 1 à 3 semaines, soit jusqu'à la mi-août. Alors, preuve de l'évolution de cette contre-offensive, même Vladimir Poutine s'est exprimé. Oui, le président russe s'était interrogé sur le sujet aujourd'hui, en marge du sommet Afrique-Russie, et il confirme que les combats aujourd'hui se concentrent principalement dans la région de Zaporijjia. Écoutez. Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе. On a rarement entendu le président russe commenter ainsi la situation militaire sur le champ de bataille ukrainien. Preuve peut-être qu'il se passe quelque chose dans la région de Zaporijjia. Merci beaucoup Quentin. Il se passe quelque chose sur le front sud. Général Trinquant, comment vous analysez cette nouvelle phase ? Je rappelle que l'enquête américaine est intéressante. Elle cite des hauts responsables du Pentagone,
et des responsables russes aussi. Comment vous analysez cette poussée ? Alors d'abord, c'est intéressant que les deux côtés en parlent, les Américains comme les Russes. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, vraiment. Ensuite, on rappelle qu'il y avait 3 axes. Il y avait Zaporijia, Donetsk et Bakhmout. Et les 2 axes qui progressaient, c'était Zaporijia et Bakhmout. Donc ça pouvait être un des deux. On rajoute également qu'une offensive russe était annoncée, même si elle débouchait pas vraiment, au nord, dans la région de Kharkiv, au nord de Bakhmout. Et donc... tout le monde attendait, en fait, l'engagement des réserves. Les 60 000 hommes dont on parle, les nouveaux équipements et tout, qui attendent depuis 1 mois et demi. J'avais toujours une pensée pour ces soldats qui étaient planqués à l'arrière, en silence radio, et qui attendaient qu'on leur dise « en avant, il faut y aller ». Ça y est, apparemment, on leur a dit « en avant, il faut y aller ». Alors, on parle de 3 bataillons, ce qui est quand même la pointe d'avant-garde. Hein. Oui. C'est quand même pas... pour une offensive comme ça, c'est plutôt 3 brigades. Mais bon, quand on multiplie par 5 ou 6. 5 ou 6. Mais ça veut dire que effectivement, ça a l'air de progresser. Ensuite, l'axe est très intéressant pour plusieurs raisons. Melitopol, c'est une zone qui est, depuis le début, connue comme une zone où il y a des résistants, il y a des partisans. C'est une zone qui est marquée en gris depuis le début. Deuxième point, c'est un carrefour stratégique important, à la fois de chemin de fer et de routes. Donc c'est un carrefour intéressant. En plus, là, la percée est la plus proche, quand on le regardait sur la carte, de la mer d'Azov. Donc ça veut dire, il y a 80 km à peu près, donc ça veut dire qu'on peut arriver rapidement à la mer d'Azov, et donc, comme c'était indiqué, couper en 2 le dispositif, et mettre l'Ukraine à portée de canon ukrainien, ce qui est une nouveauté quand même. L'autre point important, c'est que c'est exactement à l'opposé de l'offensive russe annoncée, à 850 km. Or, l'offensive russe annoncée, on pense que c'est les seules réserves dont dispose la Russie. 100 000 hommes, dit-on. Voilà. Et donc là, ils auraient beaucoup de mal à s'opposer, en fait, à la percée ukrainienne si elle avait lieu, parce qu'ils sont trop loin, à 850 km. Enfin, ils peuvent le faire, mais ça va prendre du temps, quoi. Donc, tout ceci est extrêmement intéressant. C'est intéressant que ce soit annoncé, et c'est intéressant que ça corresponde un peu au plan qu'on énumérait, avec l'option A, Zaporijia, l'option B, Bakhmout, ou l'inverse, peu importe, et puis de voir comment ça va progresser. Parce que ça peut progresser aussi sur 2 axes, hein, ne nous leurrons pas. Simplement, Bakhmout est beaucoup plus loin de la mer d'Azov, donc c'est plus compliqué, mais ça veut dire fermer une tenaille sur une grande partie du dispositif russe. Et ça, parce que, voyons bien quel est l'objectif. L'objectif, c'est de détruire, alors quand je dis détruire, ça ne veut pas dire tuer tout le monde, ça veut dire casser le dispositif russe. Qu'on atteigne Melitopol, bien sûr c'est important, Mariupol, on en parlait, c'est symbolique, mais c'est moins important que de détruire l'armée russe. Et couper en 2. Voilà, et couper en 2. C'est force. Encore faudra-t-il passer par Tokmak, on pourrait en parler longtemps, parce que cette route est extrêmement fortifiée, avec une présence russe qui n'est pas négligeable. Oui, et surtout, ne crions pas victoire maintenant. Je veux dire, c'est le début et il faut voir comment ça fonctionne et comment ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que si les réserves ont été envoyées, ça veut dire que les dispositifs minés dont on parlait beaucoup depuis plusieurs semaines, apparemment ont été franchis. Et donc, il y a plus de possibilités pour les blindés de se déployer. Alors, en tout cas, Christian Makarian, le président Zelensky s'est rendu aujourd'hui à Dnipro. Alors, c'est pas tout à fait à côté de Zaporijia, etc. Mais enfin bon, c'est quand même dans cette zone. Il y a un appui symbolique aussi qu'il vient donner aux troupes. On le voit évidemment en grande discussion avec un état-major militaire. Oui, et tout cela, ce qui est assez frappant, est très organisé sur le plan militaire. Ça a l'air très maîtrisé. Il faut parler effectivement d'une centaine de blindés, parmi lesquels majoritairement, bien sûr, des blindés occidentaux, si ce n'est uniquement des blindés occidentaux, Bradley et Léopard 2. C'est assez frappant de voir cette colonne blindée avancer, si je puis dire, à l'ancienne, c'est-à-dire de façon très efficace. Encore une fois, restons prudents, et de voir en même temps que les Américains communiquent, et 3e symbole Zelensky sur place, tout ça est très construit. Et c'est en soi un des éléments du dynamisme d'une offensive, d'arriver à ce type de construction-là et de communication. Parce que ce qui est encore une fois remarquable chez Zelensky, c'est qu'il ne perd pas une seule occasion de communiquer
dans le sens qui lui convient, et celle-là en est encore une autre. Voilà, alors on l'a dit, 3000 hommes, c'est effectivement peut-être l'avant-garde d'une poussée qui sera plus massive. Poutine parle de combats qui se sont considérablement intensifiés, sa parole est assez rare sur le plan militaire. Oui, effectivement, et surtout qu'il faut bien comprendre que c'était une parole qui est arrivée assez vite, parce que parfois on attend 2 jours, voire des semaines à Vladimir Poutine à réagir. Là, la réaction, elle est arrivée 24 heures après les événements, donc tout ça, c'est rare, et ça nous montre aussi que ça inquiète le commandement russe, car effectivement, je vais laisser le général parler sur tout ce qui est militaire, mais sur le plan politique, c'est un peu le moment pour les Ukrainiens de lancer cette contre-offensive, parce que tout d'abord, vous avez eu le putsch de Wagner qui s'est passé il y a maintenant à peu près 3 semaines, mais quand presque même un mois maintenant, plus d'un mois, on peut 24 juin. dire que les effets de ce putsch sur un peu le moral des soldats russes, ils sont toujours là, et sur aussi le moral du commandement russe. Donc tout ça, si vous voulez utiliser l'effet de Wagner, c'est à peu près le moment. Puis il y a eu ici une frappe sur le pont de Kerch, en Crimée, qui a eu lieu ici assez pas longtemps non plus. Et donc tout ça nous montre qu'effectivement il y a des effets politiques sur la structure politique maintenant en Russie, sur le commandement et sur ici tout ce qui est autour, tout ce qui entoure Vladimir Poutine. Et il y a également le sommet dont on a parlé déjà, le sommet Russie-Afrique qui se passe à ce moment même. Donc tout ça sont des points qui montrent que oui, pour l'Ukraine, s'ils peuvent le faire de point de vue militaire, c'est le moment de lancer les contre-offensives. C'est le bon moment, voilà. On sait peu de choses, d'ailleurs, c'est intéressant, Céline Lussato, sur ce qui se passe côté ukrainien, tout simplement parce que l'état-major ukrainien, comme à son habitude lorsqu'il y a une opération, ne communique pas. Alors seul Vladimir Poutine a dit les pertes de l'ennemi sont effroyables, un Russe tué pour 10 Ukrainiens, ce qui est assez classique, mais en tout cas on sent que la communication, même si on a vu Zelensky, la communication est assez verrouillée. La communication est toujours extrêmement verrouillée. Sur la question, évidemment, des soldats ukrainiens qui meurent au combat, elle est encore plus verrouillée. Le plus important, peut-être, c'est de maintenir le moral des Ukrainiens. Évidemment, il est très fort et c'est une nation qui se défend contre une agression, donc on ne peut pas douter de la motivation du peuple ukrainien. Mais évidemment, le fait que des cercueils reviennent dans les villages ne peut que, toucher et amoindrir cette motivation. Et donc, sur les morts, il n'y a pas de décompte. On est dans le flou, c'est évident. Oui, et c'est aussi le bon moment pour obtenir un succès sur le terrain. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Pour l'instant, il n'y a pas de succès décisif. Les Ukrainiens ont besoin impérativement de remporter des succès militaires, de repousser l'ennemi. Tout l'hiver, il y a eu des frappes sur le réseau électrique ukrainien. On a vu les Ukrainiens vivre dans le noir, dans le froid. Le printemps est arrivé, la motivation est revenue dans les foyers. Maintenant, il faut avancer. Ça fait 17 mois que le conflit dure. Évidemment, les gens souffrent. Bien sûr, Général Trinquant. J'ai oublié tout à l'heure de signaler dans les facteurs de succès de cette offensive de Zaporijjia le fait que c'est la 58e armée dont le chef a été limogé il y a peu par le président Poutine. Et ce chef qui est en face, bien sûr, côté russe. Ouais. Mais il a parlé et il a dit dans quelles conditions lamentables les soldats russes de son armée étaient obligés de combattre et un fait significatif qu'ils ne pouvaient pas faire assez de tirs de contre-batterie. Ça veut dire que l'artillerie russe a été sérieusement assommée par l'artillerie ukrainienne. C'est ce qu'on appelle la concentration des effets. L'armée ukrainienne a certainement beaucoup moins d'artillerie que n'en a l'armée russe, mais ils les ont concentrés au bon endroit. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est un autre facteur de succès, c'est que l'armée russe qui est là vient de perdre son chef, et dans des conditions difficiles, puisqu'il a osé parler et dire dans quelles conditions étaient les soldats. Donc il y a coïncidence entre ce que pensent les soldats et ce que pensent les chefs. Donc le bon moment, c'est ce que disait Denis Strelkov. Aidez-nous à comprendre quelque chose, mon général. Les officiels du Pentagone disent cette phase doit durer entre 1 et 3 semaines. Pourquoi cette délimitation précise dans le temps ? Parce que soit ils arrivent à casser le dispositif tout de suite, et en 1 semaine, ils peuvent être sur la mer d'Azov. Parce que, si vous voulez, les gens, parfois ça m'amusait, les gens calculaient en disant, vous comprenez, il a fallu 4 semaines pour arriver là, donc vous multipliez par etc. et vous arrivez. Non, c'est pas mathématique du tout. Le plus dur, c'est au départ.
Après ça, les chars, vous les avez vus, les léopards, s'il n'y a personne en face d'eux, je vais vous dire, ils vont rouler directement sur la mer d'Azov. Leur seul problème, c'est le carburant, en fait. Hein. Donc, ça peut être 1 à 3 semaines, parce que quand on calcule la distance, on se dit, s'il y a beaucoup de résistance, ça va durer 3 semaines. S'il n'y a pas de résistance, ça va faire 1 semaine. Oui, voilà. Et le temps aussi, peut-être que les Russes se repositionnent. Si ça dure plus longtemps, c'est... Alors, s'ils se repositionnent, mais ça va être compliqué. Moi, je n'ai pas le dispositif défensif russe, mais une fois que le dispositif russe est cassé, pour les Russes, c'est extrêmement difficile de se repositionner. Je répète que les troupes blindées sont à 850 km au nord. Et les troupes qui sont là ont plutôt été des troupes qui ont été mises dans des tranchées pour se battre dans des tranchées. Et donc, ils n'ont pas vraiment des moyens de mobilité avec des chars, avec des blindés, etc., qui leur permettent. Ensuite, dernier point, je rappelle qu'on avait sur ce plateau fait part du sondage qui avait été fait par l'armée ukrainienne auprès des prisonniers russes. Et dans les prisonniers russes, ils disaient il y a 25% sont des zombies, des gens qui vont au combat, ils ne savent plus trop pourquoi, 25% qui sont extrêmement bien motivés, et 50% qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se rendre si le dispositif s'écroule. Donc on va voir ce qui se passe. Dernière hypothèse, parce que vous sembliez la suggérer, Christian Macarian, tout à l'heure, ça peut aussi être une opération de déception, pour employer cet anglicisme, de tromperie, c'est-à-dire on fait semblant d'attaquer très fort dans le sud, avec la présence en arrière-fond de Zelensky, pour peut-être mieux attaquer ailleurs. Je ne dispose pas personnellement d'informations suffisantes pour étayer cette hypothèse. Mais ce que je trouve assez clair et net et frappant, c'est qu'on a beaucoup glosé sur les difficultés de cette contre-offensive ukrainienne. Et j'ai entendu beaucoup d'experts rappeler, dont le général Trinquant ici présent, que, attention, il gardait en réserve des brigades pour pouvoir les utiliser au moment le plus opportun. Si c'est confirmé, c'est bien ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Et encore une fois, du point de vue strictement militaire, c'est très bien exécuté. Oui, c'est comme on échangeait avec mon camarade, le général Yakovlev, le plan A et le plan B. Zaporijja, Bakhmout. Et est-ce que Zaporijja est une fausse attaque pour avoir une vraie attaque à Bakhmout, ou est-ce que c'est l'inverse ? On n'en sait rien pour l'instant. Ça dépend où vont être engagés l'ensemble des réserves. Encore une fois, je le répète, on parle de 3 bataillons là, c'est pas l'essentiel des réserves. L'essentiel des réserves, c'est quand même 9 brigades derrière. 60 000 hommes à peu près qui sont mobilisables. Céline Lussato. Oui, et d'un autre côté, on parlait tout à l'heure des symboles. Si les troupes ukrainiennes parviennent à la mer d'Azov, c'est la Crimée qui sera quasiment isolée de ses liens avec la Russie, et la Crimée reste un symbole formidablement important pour les Ukrainiens. Petit à petit, on parlait tout à l'heure de l'attaque qui a eu lieu sur le pont qui relie la Russie à la Crimée la semaine dernière ou il y a 10 jours. Là aussi, on voit que l'objectif Crimée reste capital pour les Ukrainiens. On entend comme ça, quand on dit il y aura des négociations et puis on laissera un petit quelque chose à la Russie, peut-être la Crimée, c'est important pour eux. Oui. Non, les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Pour les Ukrainiens. Et là, cette offensive peut être aussi dans ce cadre d'isoler la Crimée pour petit à petit la remettre dans l'escarcelle ukrainienne complètement. Un petit mot de Denis Strelkov. Oui, et surtout qu'il faut bien comprendre que pour les Ukrainiens, maintenant, c'est plus important d'avancer dans les régions de Zaporijia que dans les régions de Donbass, car à Donbass, vous avez, dans la plupart des cas, sur le front, des villes qui sont essentiellement détruites après des mois et des mois de bataille. Et ici, vous avez Melitopol, notamment, qui est une ville qui est assez vente, où il reste la population qui reste pro-ukrainienne, qui sont des Ukrainiens. C'est la grande différence avec le Donbass. Ouais. Où les forces ukrainiennes se heurteraient à des éléments qui sont quand même et surtout souvent pro-russes. Une grande partie de ce territoire, elle est sous contrôle des Russes ou des éléments pro-russes depuis 2014. Et ça aussi, ça joue.